Le voyage. Partie 4. Déplacement des tours. Voici la pièce la plus cartésienne de l'échiquier. Il s'agit de la tour. Dans ce périple, je ne parlerai pas de l'historique de la tour, car cela viendra dans une autre expédition. Pareil pour les aspects stratégiques de cette pièce à longue portée. Il n'en est pas question ici. Je vais juste blablater sur son déplacement et sur quelques considérations fondamentales. Chaque camp dispose de 2 tours. Elles se positionnent sur les cases A1 et H1 pour les blancs, A8 et H8 pour les noirs. Son déplacement se réalise horizontalement ou verticalement, de sorte que si elle désire aller en diagonale, elle pourrait le faire, mais en 2 coups. Cette puissante pièce se déplace d'autant de cases qu'elle le souhaite, mais sans jamais sauter par-dessus une autre pièce et tant qu'elle ne rencontre pas un obstacle sur son chemin. Son rayon d'action, contrairement aux autres pièces, ne dépend pas de sa place sur l'échiquier, puisque quelle que soit sa position, elle aura toujours une action sur 14 cases. C'est la conséquence de son appétit pour tout ce qui est rectiligne. Pour être plus précis, qu'elle soit centralisée ou pas, sa zone d'influence reste la même. C'est une grosse différence par rapport aux autres pièces de l'échiquier. Pour s'en persuader, prenez n'importe lequel des 4 bords de l'échiquier, colonnes A et H, ou rangées 1 et 8, vous en déduirez que lorsqu'une pièce et même un pion se trouve sur ce bord, sa liberté de mouvement se réduit. Toutes, oui, mais pas la tour. La tour fait partie du groupe des pièces lourdes par opposition aux pièces légères. Ce sont plus des termes académiques que des lois de la pesanteur. Loi qui dit que plus lourd qu'une tour, ce sont 2 tours, et puis s'en vont. Pardon, je m'égare. Pour rappel, une pièce lourde désigne la tour ou la dame. Les fous et les cavaliers sont des pièces légères. On parle aussi de pièces mineures ou majeures. Il n'est pas rare de voir des pièces légères plus fortes que des tours, tant que celles-ci ne s'expriment pas pleinement. Autrement dit, tant que les lignes droites ne sont pas encore dégagées. Il en résulte que moins il y a de pièces sur l'échiquier, plus la tour devient forte. La raison est qu'au début de la partie, les tours sont trop éloignées du théâtre des opérations, très souvent le centre. N'oubliez pas qu'elles sont, au début de la partie, dans les coins. Dans cette phase de la partie, les pièces bloquent le chemin des tours aussi lentes que des tortues. Puis, petit à petit, en milieu de partie, on les voit apparaître comme des évidences et sortir du cocon pour devenir des lièvres. Le point culminant étant lorsque les tours s'installent sur des colonnes ou des traverses, encore plus fortes lorsqu'elles agissent comme des sœurs se protégeant l'une et l'autre. Cela donne lieu à des finales passionnantes. La littérature des échecs foisonne de finales de tour. De façon générale, une tour est mieux placée derrière un pion pour le soutenir que devant, car cela aurait pour effet de limiter l'action de la tour, mais aussi de bloquer le pion. Paradoxalement, la même règle s'applique pour un pion adverse. L'attaquer par derrière plutôt que par devant est plus efficace. Cette règle est appelée la règle de Tarrasch, dont je vous parlerai le moment venu. Elles sont très fortes en 2e traverse pour les noirs et 7e pour les blancs, surtout si elles sont 2. C'est dû au fait que ces contrôles de traverse permettent de couper le roi adverse du centre vers lequel il pourrait se balader, tout en étant menacé sans cesse sur des cases se trouvant devant lui. L'alignement en batterie des tours, c'est lorsqu'elles se soutiennent mutuellement en colonne, prêtes à bondir comme des cabris. Dans la position, les tours noires sont trop défensivement placées et beaucoup moins belles à regarder que les tours blanches qui ont pris possession d'une colonne. Les unes sont en attaque, en activité, les autres sont en défense, en passivité. Tout est lié ici, et c'est possible car les tours blanches sont sur une colonne dite ouverte, à savoir une colonne où il n'existe pas de pion. C'est souvent un avantage quand un joueur l'occupe avec une de ses tours, et encore mieux si ce sont 2 tours. Cela s'appelle aussi doubler les tours. Et pour être le plus précis possible, il s'agit de mettre les tours en connexion sur la même colonne ou rangée, l'une protégeant l'autre,
tout en combinant leur puissance d'attaque. C'est souvent un avantage, et même très souvent. D'autres considérations sont inhérentes à la tour, comme par exemple que, contrairement à un fou ou un cavalier, une tour peut mater toute seule. Je pourrais aussi vous jeter en pâture des notions de qualité ou de sacrifice de qualité ou encore de roc, ce coup si particulier qui se réalise avec 2 pièces. Mais tout ceci fait l'objet de sujets plus approfondis dans d'autres étapes du voyage que vous ne manquerez pas de regarder. Juste une petite chose avant d'arrêter là mon pavé. Une tour renversée est parfois utilisée pour représenter la dame après une promotion d'un pion, en l'absence de dame physiquement disponible. C'est totalement interdit en tournoi, mais cela existe. Attention, fin de cette excursion. Il est temps d'atterrir pour digérer toutes ces connaissances en attendant d'autres étapes du voyage qui ne demandent qu'à se dévoiler. On continue ensemble ?